Un profil junior viendrait me demander, je suis pas très loin d'être junior non plus. Un profil viendrait me dire, écoute, j'ai envie de me lancer dans la data en tant que data scientist. Euh, à l'heure où on parle, je lui conseillerais que ce n'est pas l'idéal s'il veut une insertion rapide et bonne sur le marché de l'emploi. Enfin, on ne connaît pas tout. Et Oui. rester dans son coin, c'est la meilleure, mais la plus belle des façons de se tromper. Il n'y a pas mieux de se tromper que de rester tout seul dans son coin, sachant, enfin, pensant qu'on connaît des choses. Mais il faut nécessairement apprendre au jour le jour. Sinon, entre aujourd'hui et 6 mois, ben, on est outdated. Le marché est structuré de sorte à ce qu'il y ait beaucoup plus d'offres data scientist, data engineer. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas exactement le cas. C'est plutôt, c'est plutôt qu'il y a beaucoup trop de demandeurs de postes de data scientist et qui plus est sont beaucoup plus juniors ou en reconversion professionnelle. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et success story data. Je suis Émilie Brenda, data ingénieure, et avec Charlotte, on a créé ce podcast pour mettre en avant les hommes et les femmes qui font bouger le monde de la data. Bonjour Émilie, bonjour Charlotte. Bonjour, moi c'est Charlotte Pimon, je suis data scientist et cofondatrice de Data Academy. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sem, qui est data scientist. Sem, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui vont te Alors, dire? bonjour à tout le monde. Je me prénomme Sem, Sem Ekloloko. Je suis un jeune data scientist, comme j'aime à le dire, consultant au sein d'une ESM de la place, notamment CGI, où j'exerce pardon, en tant que consultant dans la data, et plus précisément, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la data science. Voilà pour très brièvement me présenter. Seb, est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours pour, voilà, pour qu'on en sache un peu plus sur toi? Alors, bon, moi, généralement, quand j'en parle, on me dit que j'ai eu un parcours à rallonge. Pour expliquer, voilà, toute la timeline, je vais le dire comme ça. Euh, j'ai eu un baccalauréat scientifique avec option mathématiques et physique. Donc, vous comprenez que moi, j'ai toujours aimé les stats, les mathématiques, j'ai toujours poursuivi cela. Et Ouais. dans le temps, j'ai d'abord validé une licence en statistique avec une option économie. Donc, statistique et économie appliquée et tout ça. Et à la fin de cette licence, j'ai commencé à travailler chez moi au Bénin. Je l'ai peut-être pas dit, mais cette première licence, je l'ai validée au Bénin parce que je suis d'origine béninoise. Et j'ai commencé à travailler. Au bout de quelques mois, j'étais pas trop à l'aise. Il fallait encore en apprendre plus. J'avais envie de connaître d'autres choses. Et j'ai décidé, voilà, de poursuivre mes études et j'ai intégré un master, pardon, une licence professionnelle, métier du décisionnel et de la statistique, avec un parcours, là, cette fois-ci, data engineer, big data et tout ce qui avait rapport comment je vais dire, à de la gestion de données, à de l'administration de bases de données et tout. Et cette licence a eu comme un effet Eureka sur moi. Pour moi, c'était waouh, la data, le deep learning, on pouvait prédire si c'est un chien ou si c'est un chat. J'étais émerveillé pendant ces cours-là. Et là, pour moi, ça a été le déclic. J'ai dit oui, je veux faire ça. En plus, on disait que c'était grave sexy le métier de la data science et tout ça. Et ça, c'était en 2019. Donc, comme ça, j'ai fait une licence professionnelle,
métier du décisionnel et de la statistique à Marseille. Puis, j'ai intégré un master data science ici à Paris, avec une particularité, un master data science axé business analysis. L'intérêt étant de pouvoir vraiment concrètement répondre aux besoins du métier directement en entreprise. Donc, loin de toute la généralité, on se focus, pardon, on a un focus sur la résolution de problèmes métiers. Donc, vraiment le contact avec le métier et pouvoir résoudre son problème. Voilà pour ce qui est de mon parcours académique, que les gens traitent de parcours à rallonge. Bon, voilà. Et je ne sais pas si vous voulez que je parle peut-être d'aspect professionnel. Ça va arriver, t'inquiète pas. Good. Euh, Et du coup, après toutes ces formations, comment s'est passée ton insertion professionnelle? Est-ce que c'était facile pour toi de trouver tout de suite un poste? Alors, je vais dire que pour moi, c'est une grâce. Je ne sais pas si vous êtes croyante et tout. Mais pour moi, c'est une grâce de Dieu dans le sens où moi, à chaque fois qu'il fallait changer de situation professionnelle, j'arrivais toujours à être dans mes bottes, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas avoir une assurance avant le terme de mon contrat actuel. Donc, pour un peu schématiser ou pour aller un peu plus dans le détail, moi, ça a été très, très, très simple, dans le sens où j'avais déjà de l'expérience, euh, que ce soit déjà chez moi, comme je le disais, au Bénin, à travers des stages ici en France et à travers de l'alternance que j'ai eu à faire. Et donc, euh, tout ce Ok. package mis ensemble et avec aussi, c'est important de le dire, la façon dont on défend son propre CV, la façon dont on défend son propre profil. Moi, j'ai pu assez facilement, je peux le dire comme ça, trouver un CDI à la fin de mes études. Et même bien longtemps avant, hein, à telle enseigne que je finissais mes cours quand? Je finissais mes cours vendredi. La semaine qui suivait, je commençais mon CDI. Ça, c'est mon expérience. Ah oui. Waouh, C'est pour ça que je waouh, dis que c'est waouh. une grâce de Dieu. Pour toi, vraiment, si tu avais su avant, enfin, tu te serais orienté plutôt en data, plutôt. Bien sûr, bien sûr, beaucoup plus tôt. S'il y avait des choix à refaire, c'est sûr que j'aurais fait des choix différents pour mieux orienter mon profil et peut-être m'épargner, voilà, dans certaines circonstances, ce qu'on peut aujourd'hui appeler une perte de temps. Mais je trouve que ce sont quand même des expériences qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, qui m'ont permis de connaître les choses que je connais aujourd'hui. D'accord. Et du coup, comment s'est passée ta transition entre statisticien et data scientist? Est-ce que ça a été une évidence pour toi? Parce que très souvent, en tant que data scientist, on a tendance à mettre de côté les statistiques. Donc, pour toi, aujourd'hui, quelle est la place de la statistique dans la data science? Euh, c'est drôle comme question parce que je trouve que c'est le nœud central. C'est le nœud central. Généralement, ce que j'aime à répondre aux gens qui me disent, mais oui, tu parles de data science, mais dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites et tout? Ça allait très compliqué et tout. Je dis, mais concrètement, il te faut quoi? De l'algèbre numérique, des probas, des stats. Moi, les probas, les stats, je les avais déjà faites. Mhm. L'algèbre numérique, pendant mon parcours de stats, je l'avais aussi déjà fait. Oui. Donc, j'ai eu la chance durant ce parcours-là d'avoir cette base axée sur les stats, les mathématiques et tout ce qui vraiment permettait d'avoir les fondements de Mhm. la data science. Donc, parler de, tu me repasses le mot que tu as utilisé, de reconversion. C'est bien ça, ce que tu as dit entre la stat et la data. Je ne suis pas trop pour. Je dirais plutôt que euh, les deux, quelque part, font de la même chose. Parce que déjà, même quand certains documents, on te parle d'apprentissage statistique, tu sais que la base, c'est de la statistique. Tu sais Mhm. que quelque part, ça vient de là. Et donc, moi, je pars du principe où
On ne peut pas aujourd'hui dire, écoute, je suis data scientist, je fais de la data science et omettre tout l'aspect statistique. C'est pas que de la programmation, c'est de la réflexion qu'il y a derrière, c'est de la mathématique qu'il y a derrière. Pourquoi aujourd'hui on te dirait que la moyenne n'est pas forcément une métrique la plus adéquate des métriques pour une série statistique. C'est parce que la statistique permet de le dire. C'est pas que la maths, la statistique permet de le dire. Je ne sais pas si vous voyez un peu ma réflexion là-dessus. Donc pour moi, c'est quand même et stats et maths qui font le nœud central à partir duquel on va parler d'apprentissage, d'optimisation et tout ça. D'accord. C'est très clair comme réponse. Désolé, hein, j'ai été long. Non. C'était très clair parce que effectivement, moi je vois des gens autour de moi, surtout des personnes qui sont en reconversion professionnelle vers la data. Très souvent, ils veulent tout de suite se lancer dans tout ce qui est modèle assez complexe, les réseaux de neurones et tout ça. Et ils passent à côté des bases statistiques qui sont, comme tu l'as dit, des fondements même de la data science. En tout cas, merci beaucoup pour Exactement. cette réponse très claire. Et donc aujourd'hui, tu utilises Mhm. quels outils pour les problématiques auxquelles tu es confronté dans l'entreprise? Moi, puisque je suis comment je vais dire, un amoureux de la data science, je vais beaucoup plus utiliser des outils de programmation, des langages de programmation, des langages qui permettent de développer des modèles d'intelligence artificielle pour faire de la prédiction, dont notamment, bon, on les connaît un peu tous aujourd'hui, du Python, du R, accessoirement du SAS, mais beaucoup plus pour faire du requêtage. Et donc, en parlant de requêtage du SQL, les gens ont tendance à négliger l'aspect SQL, mais il est très important, même pour un data scientist, de pouvoir quand même avoir de très bonnes bases en SQL. Et ça, c'est pour l'aspect programmation. Au-delà de ça, il y a des outils que l'on utilise dans la vie de tous les jours, hein, comme des IDE facilitateurs. J'aime Oui. bien le dire comme ça, facilitateur, parce que tu sais, en même temps, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des IDE, dès que tu déclares une variable que tu n'as pas encore utilisée, ça clignote tout rouge. Ah, tu sais que bon, voilà, c'est pour ça que je les appelle facilitateurs. Ils t'aident vraiment dans le travail de tous les jours. Et donc, en termes d'outils, Et donc, est-ce que tu peux dire pour les plus basiques, c'est là. quelle IDE? Parce que je suis curieuse. Ah, quelle idée Ouais. je préfère? Euh, VS Code. Ok. C'est Ah vraiment ouais. celui Moi, que j'aurais j'aime beaucoup misé. J'aurais utiliser. pensé à PyCharm ou Eclipse. Moi, Alors, j'ai même pas fini en ouais. plus. Ah, Uh-huh. ok. Donc, dis-moi, Émilie. Moi, j'aurais plutôt misé pour Anaconda, enfin pour l'outil, c'est quoi déjà? Jupyter Notebook. Et non Jupiter. pas. Alors, Parce que je sais que les data et non. scientists, ils aiment bien Jupyter Mhm, pour compiler pas à pas leur code. mhm, Voilà. mhm, mhm, mhm. Mais alors, VS Code aussi a une extension Jupyter. D'accord. Donc, même quand tu utilises VS Code d'aujourd'hui, tu as la partie où tu peux faire du POC, du Proof of Concept, avec les Jupyter Notebook. C'est d'abord ce que l'on fait en tant que data scientist pour tester, 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 tester. Mais Oui. peut-être dans la suite du podcast, je vais expliquer pourquoi j'en suis venu à, à VS Code et à l'utiliser vraiment aujourd'hui de la manière dont les développeurs l'utilise et pas forcément uniquement l'aspect POC ou l'aspect Jupyter Notebook. Mais oui, j'aime bien aussi, et je l'ai découvert il y a quelques mois seulement, comment il s'appelle? PyCharm. D'accord. PyCharm, je l'aime bien, je l'aime bien. Mais au début, j'avais du mal parce que c'était tout Oui. nouveau, il fallait prendre ses marques, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, même, je l'utilise récemment beaucoup plus que mon VS Code. Donc, c'est pour Oui. dire quoi. En plus, tu peux le configurer avec PyLint qui te permet de faire de Mhm, la notation de ton code. mhm, Donc, mhm. ça te permet de noter ton code entre 1 et 10. Donc, tu sais que D'accord, quand la notation est à 4, ça ne va pas du tout. ça va Et pas. du coup, en plus, il y a un rapport qui est livré
Et dans ce Mhm, rapport-là, mais tu as toutes les lignes de code qui ne matchent pas. Donc, ça te mhm, permet de les mhm, corriger tout de suite. Moi, je l'ai mhm, vraiment mhm. adopté et je l'utilise au quotidien. PyLint ou avec PyCharm PyCharm, et tout. Ok, PyCharm. Et dans PyCharm, tu peux configurer, tu peux installer PyLint. ok, parfait. Parfait. Euh, on m'avait récemment parlé de PyLint en tant que linter et qui te fait un rapport sous forme de, je pense, un fichier TXT sur chaque ligne de ton code, Oui, chaque c'est un fonction et tout. TXT, oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Mhm. Du coup, là, tu nous parlais de prédiction, prédire si c'est un chien ou si c'est un Yes. chat, prédire la Ouais, j'aime bien le météo. chien, le chat. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont se dire, en fait, ton métier, c'est juste de prédire. T'es un peu un devin ou bien t'es un peu, tu vois quoi. Et pourtant, je pense que c'est bien au-delà de ça, qu'il y a beaucoup plus de choses que juste la prédiction. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton métier au quotidien? Alors, d'une façon très simple, je dirais que le métier de data scientist, c'est comment je vais le dire? C'est l'apporteur de solutions sur la base des données, c'est-à-dire celui qui fait parler les données. Bon, quand on dit ça, généralement, ça a l'air, comment je vais dire? D'une façon générale, hein, les gens se disent, qu'est-ce qu'il raconte? Faire parler les données, mais comment, dans quel sens? Moi, j'écrirais aujourd'hui mon métier comme celui qui fait de l'aide à décision au métier et aux dirigeants. Peu importe le domaine, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la data, c'est l'aspect transversal de la chose. C'est-à-dire, j'aime bien fonctionner par exemple. On prendrait tout simplement le cas d'un banquier, et c'est celui que j'aime donner souvent, qui voudrait savoir si telle personne est plus appétente à recevoir un prêt ou plus appétente à faire un emprunt ou pas. Eh bien, moi, mon métier, quelque part, serait de lui dire, compte tenu, voilà, des différentes caractéristiques de la personne. Et quand on parle de caractéristiques, c'est son salaire, sa localisation géographique, son âge, plusieurs caractéristiques qui ont été définies par des data scientists, voilà. Ben, il est beaucoup plus susceptible de mieux payer que telle autre personne. Mm. Et là, j'aide le banquier qui veut prendre sa décision à se dire, bon, écoute, il y a un modèle qui aujourd'hui me dit, celui-là, à 90%, écoute, vas-y, fais confiance, il va payer, c'est sûr. Donc lui, ça lui fait moins de travail, même s'il va vérifier, il te fait un peu confiance quand même. Alors que sans moi, mon modèle dans cette boucle-là, bah, lui, en tant que banquier, va traiter tout un tas de dossiers, va analyser sur son temps tout plein de choses. Moi, je suis le facilitateur qui, à travers des données, lui permet de gagner du temps. D'accord. Je le dirais comme ça. En tout cas, c'est une bonne réponse. C'est que ça a le Oui. mérite d'être clair. Bon, Yes. aujourd'hui, quels sont les soft skills d'un bon data scientist? Alors, les soft skills d'un bon data scientist, euh, primo, mais primo, je dirais que c'est la communication. C'est la communication, c'est très important parce qu'on a tendance, parce qu'on est des gens qui aiment les maths, qui aiment programmer, avoir le casque sur la tête, rester dans notre coin pour faire tout seul. Et c'est pas du tout bien. Donc, tout premier, c'est de la communication. Pouvoir communiquer avec les gens, pouvoir, comment je vais dire, expliquer ce qu'on fait à des personnes qui ne sont pas du domaine. Parce que de toutes les façons, le board, ou ne serait-ce que déjà même au niveau du métier, qui a besoin d'un modèle, il ne veut pas comprendre la métrique, il ne veut pas savoir que tu lui parles de, je sais pas, de précision, Oui. d'accuracy et tout ça. Tu dois pouvoir lui communiquer en des termes très simples et très clairs ce que tu as fait pour déjà même ne serait-ce que pour qu'il accepte le travail que tu as fait pour lui. Communication et donc collaboration. C'est très important. Pouvoir collaborer avec les équipes. Je parle d'un simple principe.
on ne peut pas tout faire tout seul, on ne connaît pas tout, et parce qu'on ne connaît pas tout et qu'on ne peut pas charger le poids du monde, nous ne sommes pas Sisyphe, on ne peut pas charger le poids du monde sur la tête. Il faut avoir quand même cette qualité-là de pouvoir collaborer. De toutes les façons, aujourd'hui, tous les outils nous poussent à cela. C'est très important, c'est limite, c'est capital. Et le troisième dont je voulais parler, j'avais en esprit, il m'a échappé. C'est pas grave. Euh, il m'a échappé. Bon, j'espère qu'il viendra. Quand il viendra, je vous le dirai. Ok. En tout cas, dans la collaboration, bah, il y a tout ce qui va être esprit d'équipe. Bien Moi, je sûr, trouve que c'est très important parce que pour la c'est réalisation vrai. d'un projet data, ça nécessite différents profils. Donc, il faut avoir aussi un esprit d'équipe. Exactement. Exactement. Et c'est un peu cela que je voulais, enfin, c'est surtout même d'ailleurs de cela que je voulais parler quand je disais on ne connaît pas tout tout seul. Enfin, on ne connaît pas tout. Et Oui, rester dans son coin, c'est la meilleure, mais la plus belle des façons de se tromper. Il n'y a pas mieux de se tromper que de rester tout seul dans son coin, sachant, enfin, pensant qu'on connaît quelque chose. Et la troisième, enfin, le troisième soft skill dont je voulais parler, c'est l'apprentissage continu. oui, Méthode C'est très Kaizen. important. Mais c'est vraiment très important. Et de toutes les façons, aujourd'hui, il faut faire un choix. Euh, le domaine va très vite, il évolue trop rapidement. Soit tu décides euh, d'apprendre, on ne peut pas suivre. C'est clair qu'aujourd'hui, tellement ça va vite que ça devient aujourd'hui compliqué de suivre l'évolution mm, du domaine de la data euh, tel que c'est aujourd'hui. Même à titre d'exemple, vous verrez qu'il y a quelques mois, il y a plus de 1000 pionniers qui se sont assis, qui ont dit, écoutez, donnez-nous 6 mois de repos, c'est bon, on en a assez, ça va trop vite, etc. et tout. On ne peut oui, pas suivre. Mais il faut nécessairement apprendre au jour le jour. Sinon, entre aujourd'hui et 6 mois, ben, on est outdated. Euh, c'est clair que tu ne comprends plus, mais ah, mais il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Non, il faut apprendre, ne serait-ce que connaître de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, quitte à ne pas forcément les mettre en application dans ton code immédiatement, mais un mhm, jour, parce que tu as appris cette nouvelle techno, parce que tu as appris cette nouvelle façon de faire, ou ce nouveau modèle d'ailleurs, tu vas te rendre compte que, tiens, si je faisais plutôt ça, ça me fait plus peut-être gagner plus de temps, ça me fait être beaucoup plus performant, et etc. Donc, j'ai fini. Je vois que Emily était en train de s'impatienter. Non. C'est pour juste compléter la réponse de Sam. En termes d'apprentissage, qu'est-ce que tu préconises comme outil? Ça peut être des communautés de data, des mots. Qu'est-ce que tu préconises ou plutôt qu'est-ce que toi tu utilises aujourd'hui et que tu aimerais préconiser à nos auditeurs? Alors, il y a plusieurs sources à travers lesquelles on peut apprendre, mais je ne sais pas si les gens savent que euh, LinkedIn est une source à travers laquelle on peut vraiment se tenir au courant de comment les choses évoluent, de comment les choses avancent. Il suffit d'être connecté aux bonnes pages. Et moi, ce que j'aime faire, c'est le matin, Hmm. avant d'aller au boulot et tout, même dans le train, je vais souvent sur mon LinkedIn. Je vais plus sur mon LinkedIn des fois que sur mon Instagram. Pourquoi? Parce que je sais que Yann LeCun euh, je sais pas, a parlé. Je sais pas si vous savez de qui je parle, Yann LeCun. Oui, oui, Euh, Yann Lequin, je suis c'est l'un des pères fondateurs de tout ce qui est deep learning, réseau de neurones. exactement, exactement, super, 20 sur 20 sur la note. C'est une blague. Et donc, rien que de me tenir sur LinkedIn et d'être connecté aux bonnes pages me permet d'avoir de l'information sur l'évolution de la data. Vous voyez? Et ça, par exemple, quand je vais dessus et que je vois que ben, telle personne a développé un nouveau modèle, telle personne a proposé telle approche, parce qu'ils vont le publier, pardon, telle personne euh, propose ou préconise d'utiliser tel software ou tel package pour résoudre tel ou tel problème, je me dis, tiens,
Ça peut être intéressant. Donc, dès que ça sort comme ça, ce que moi j'essaie de faire, on n'est pas parfait, hein. Ce que j'essaye de faire, c'est de voir quel doc je peux avoir dessus, quel cours je peux avoir dessus. Et en termes de cours, on a du Udemy, on a du Coursera. Rien que les deux, là, il y a de très bonne qualité de cours là-dessus qui, moi, me permettent tout simplement de me tenir à jour là-dessus, ou même mieux, pour aller beaucoup plus vite, une bonne vidéo de 3 heures qu'un monsieur très généreux a décidé de mettre sur YouTube. Et puis c'est bon, mais c'est pas forcément pour l'exploiter immédiatement, mais manipuler et savoir que oui, je sais comment ça fonctionne, je sais à peu près comment l'utiliser, et quand l'occasion se présente, je pourrais l'utiliser. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Charlotte. Oui, tu as très très bien répondu à Parfaitement. la question. Merci. Je voulais juste contribuer aux outils dont tu as parlé, Coursera, Udemy. Aujourd'hui, il y a un nouvel outil aussi, Data Academy, qui est justement présent pour Yes. tout ce qui est formation, accès data. Donc, n'hésitez pas. En plus, N'hésitez pas, en plus, actuellement, c'est gratuit, donc foncez-y. c'est le moment, Voilà. c'est le moment, les amis. Mhm. Sur le marché, en termes de demande, parfois on a l'impression que tous les data scientists se reconvertissent en data ingénieurs. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Alors, aujourd'hui, je vais commencer par dire ça. Aujourd'hui, un profil junior viendrait me demander, je suis pas très loin d'être junior non plus, mais bon. Un profil viendrait me dire, écoute, j'ai envie de me lancer dans la data en tant que data scientist. Euh, à l'heure où on parle, je lui conseillerais que ce n'est pas l'idéal s'il veut une insertion rapide et bonne sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, j'ai répété beaucoup d'aujourd'hui quand même, le marché est structuré de sorte à ce qu'il y ait beaucoup plus d'offres data scientist, data engineer. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas exactement le cas. C'est plutôt, et là, c'est ce que moi aussi je pensais, hein, jusqu'à hier tout récemment, c'est plutôt qu'il y a beaucoup trop de demandeurs de postes de data scientist et qui plus est sont beaucoup plus juniors ou en reconversion professionnelle. Et donc, le besoin en data science en soi, est-ce qu'il a baissé? Je ne pense pas qu'il ait baissé suffisamment au point où on se dise, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'offres de data science que de data engineer. Euh, mais c'est plutôt que on a beaucoup plus d'aspirants junior data scientists que data engineering. D'accord. Donc, la reconversion, c'est l'analyse que j'ai eu à faire. Et elle est basée sur ma réflexion. Donc, elle ne fait pas loi, elle ne fait pas cas d'école, je précise. Mhm. Et, et donc, ça fait qu'il y a beaucoup plus de difficultés d'insertion pour un data scientist junior qu'un data engineer. Et j'aime beaucoup un monsieur sur LinkedIn qui dit que si tu viens parce que tu cherches de l'argent, enfin dans la data parce que tu cherches de l'argent, aujourd'hui, va faire du data engineering. C'est sûr que tu vas trouver, c'est sûr que tu auras un poste. Il n'y a rien à faire. Si tu cherches par contre de la passion, de la modélisation, ce sont les maths qui t'intéressent, va faire de la data science. D'accord? Mais attrape ton cœur. Voilà, c'est ce que je trouve à répondre à cette question. Il y a une fois où on m'appelle, on me dit, écoute, j'ai un client qui a un besoin comme quoi il voudrait pouvoir identifier sur une zone géographique donnée l'ensemble l'ensemble de ses différents prospects ou l'ensemble de ses commerciaux ou des boutiques qu'il assure ou quelque chose du genre. Mm. Et la personne détaille, 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 détaille. Et à la fin, je me dis, mais tiens, à quel moment moi j'interviens dedans pour qu'il puisse trouver les boutiques de commerce je sais pas. Je demande, mais est-ce qu'il a une base de données dans laquelle il a ses commerçants? Oui. Est-ce qu'il a les adresses des commerçants? Oui.
Donc, c'est un problème de SIG. Tu fais une carte, tu identifies tes commerçants dessus, tu fais de la superposition vectorielle et puis, bim, tu as tes commerçants où tu délimites la zone et puis tu les as. Simple. Et quand j'expliquais ça à mon collègue qui me parlait de son client, il a dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est pas de la data. Mais pourtant, le client, quand il en parlait, il dit, il me faut un data scientist pour le faire, il me faut un data scientist pour le faire. Et donc, c'est pas souvent le cas, c'est pas toujours le cas. Et Mhm. des fois même, tu te retrouves en tant que data scientist sur des missions qu'on t'a présentées comme étant de la data, où tu vas faire de la chefferie de projet, où tu vas faire du Oui. développement, où tu vas faire de la maintenance, ou peut-être même tu vas faire que des tableaux Power BI. Et là encore, ça encore, ça va. Mais bon, on va pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, merci pour ta sincérité et également pour le temps que tu as consacré. J'espère que ça aidera des milliers de personnes qui vont écouter ce podcast. Ben, merci à vous. Merci Émilie, merci Charlotte pour l'opportunité que vous me donnez, voilà, de pouvoir partager de mon expérience, si petite soit-elle jusque-là. Et j'espère vraiment que à travers ce temps d'échange là, de partage, quelqu'un quelque part pourra trouver une réponse à une question qu'il se posait, pourra trouver satisfaction quelque part, ou même pourra être réconforté dans son choix, de pouvoir savoir si c'est un chien ou c'est un chat, etc.